Le Grand Matin Sud Radio, la vérité en face, Jean-François Akili. Et nous sommes avec notre invité de la vérité en face ce matin. Bonjour et bienvenue à vous, maître Samia Maktouf. Je suis très heureux de vous recevoir ce matin sur Sud Radio pour tous nos auditeurs qui vont, j'imagine, écouter cet entretien avec beaucoup d'intérêt. Je rappelle, nous commémorons cette semaine, ce sera jeudi, les 10 ans des attentats de Saint-Denis et de Paris. Rappel, 130 morts, des centaines de blessés et tant de traumatismes profonds à ce jour, vous avez raison. Et vous avez été, vous, l'une des avocates des parties civiles. De nombreuses parties civiles, oui. Au procès. Au procès, oui. Oui, de Salah Abdeslam et des complices de ces attentats de Paris. Lui, il est l'unique survivant le logisticien des attentats. Oui. Et des groupes terroristes qui ont sévi ce jour-là. Il y a cette impensable affaire de cette clé USB. On rentre tout de suite avec vous dans le vif du sujet. On ne prend pas de détour, maître Samia Maktouf, de cette clé USB qui est parvenue en détention à Salah Abdeslam, je le rappelle, qui est quand même condamné à la perpétuité. La peine la plus lourde dans notre droit pénal français. Oui. Et il se trouve d'ailleurs dans cette prison de Vendin-le-Vieil. Supposée être la plus sécurisée de nos prisons. Qu'est-ce qu'on sait de cette clé USB? Ce sont il y a des messages radicalisés. Permettez-moi de faire état du sentiment des parties civiles, tout cas celles que je représente et qui m'ont appelé et qui sont revenus vers moi. C'est de la stupéfaction, c'est la peur et c'est le sentiment d'insécurité. Écoutez, rendez-vous compte qu'une des parties civiles m'a même dit: est-ce que vous croyez, maître, que dans cette clé USB, il y aurait mon témoignage devant la cour d'assises au moment du procès? Est-ce qu'il peut m'en vouloir? Est-ce qu'il peut essayer de se venger? Ça, c'est le sentiment aujourd'hui des parties civiles. Comment peut-on, comme on le rappelait à l'instant, dans une prison aussi sécurisée, à l'isolement, rappelons-le, et supposé n'avoir de contact physique avec personne. Comment il a pu avoir cette clé USB? Rappelons par ailleurs que cette clé USB comporte, selon les enquêteurs, de la propagande djihadiste. En fait, il nous a bernés pendant le procès. Nous n'étions pas dupes. On avait compris que c'était dans une stratégie de défense pour essayer d'apaiser et de réduire sa peine, qu'il a soi-disant dit: j'ai pas voulu faire actionner la ceinture. Rien. Vous savez, l'histoire de ces clés USB, c'est tout simplement la persistance de son idéologie terroriste daéchiste. Vous voulez dire que la supposée déradicalisation de monsieur Salah Abdeslam, pour vous, c'est une foutaise? Il n'y a pas de déradicalisation. Il n'a jamais été dans un processus de déradicalisation. Et permettez une pensée personnelle, je n'y crois pas. Lorsqu'on a tenté, on a organisé, je veux dire, c'est prématuré, c'est organisé de tuer des centaines d'innocents, on ne peut pas sortir de cette idéologie. La preuve, c'est qu'il n'est jamais sorti. Il n'est jamais sorti. Pire encore, le 10e anniversaire, il préparait quoi? Il fomentait quoi avec sa compagne? Un possible attentat à Paris. C'est très très grave. Et ça, c'est pour les parties civiles, ça ravive cette douleur, ça active le traumatisme. Alors il y a cette histoire de clé USB, et puis nous apprenons dans le récit qui en est fait par les autorités que c'est une trace de présence de clé USB qui au fond c'était lors d'une fouille ordinaire de sa cellule que ça a été repéré sur son ordinateur. Nous apprenons qu'il fait de la formation. Donc il reçoit des informations également de l'extérieur. Sa vie en détention, quelle est-elle en réalité? Parce qu'on parle de cette prison de haute sécurité, mais apparemment il y a des petits problèmes de porosité. Écoutez, moi je ne suis pas pour que sa vie soit inhumaine et hors des clous de la dignité. Moi, avocate, je ne soutiendrai jamais cela. Ce n'est pas possible de concevoir l'humanité autrement que ça, bien que la conçoivent différemment. Ils nous voient tous dans des temps parce qu'on serait soit des mécréants, soit des cofards.
Pour autant qu'il puisse bénéficier d'un ordinateur, il a été cantiné, donc ça a été procuré à sa demande par la prison. En revanche, dans un contact avec sa femme, celle qui était en contact avec lui alors qu'il était en prison, pendant le procès, ils se sont mariés par téléphone. Donc je dis tout ça pour vous montrer un peu l'état d'esprit de cette femme. A priori, il y aurait un contact physique pour qu'elle puisse lui transmettre cette clé USB. Mais que comporte cette clé USB? Nous, pendant le procès, on sait très bien quelle était la lecture de M. Salah Abdeslam, une lecture profonde dans les théories, idéologies les plus morbides qui appellent et qui organisent la terreur et la mort. Comment cette femme, bon, j'ose espérer qu'aujourd'hui cette femme sera fichée S, sera suivie et elle ne pourra plus être libre de ses mouvements. Oui, parce qu'une enquête élargie, dit-on, est en cours pour avec voir 3 autres personnes d'ailleurs. Oui, et donc il y aura forcément des suites, j'imagine. Je le souhaite parce que, vous savez, il faut à un moment donné respecter les victimes. C'est bien les commémorations, c'est bien les gerbes de fleurs, c'est bien les discours, mais il faut vivre leur peine, leur traumatisme pour comprendre que ce n'est pas ces types d'honneurs qu'ils attendent. C'est des personnes, rappelons-le, c'est important. C'est des victimes qui ont été visées, non pas en leur qualité personnelle, mais parce que la France était visée. C'est la France qui était visée, c'est pour ça qu'ils étaient visés. Donc aujourd'hui, ces personnes veulent penser leur traumatisme. Elles vivent traumatisées à ce jour. Il y a des pensions qui ne sont pas encore versées. Moi, j'ai 2 ou 3 parties civiles, c'est pas la majorité, fort heureusement, dont la réparation, l'indemnisation n'est pas encore achevé. Ah, vous dites qu'il y a de la procrastination administrative sur des dossiers précis d'indemnisation. Oui. Le suivi médical aussi n'est pas approprié, n'est pas à la hauteur du traumatisme. Ça fait 10 ans. Ça fait 10 ans. C'est pour ça que je vous dis, moi, les victimes, quand elles reprennent contact avec moi, c'est pas pour dire quel est le programme des commémorations. C'est pour dire qu'est-ce qu'on va faire pour nous. C'est ça ce qui est important. Vous évoquez un sentiment de peur à l'instant concernant cette révélation là sur cette clé USB. J'imagine qu'il y a de la colère aussi. Il y a de la colère, bien sûr. La colère parce qu'on ne comprend pas, tout comme à l'ouverture du procès en 2022 devant la cour d'assises spécialement composée du procès Salah Abdeslam, la colère était qu'on n'arrivait pas à avoir des réponses aux questions des victimes. Pourquoi, comment, qu'est-ce? Pourquoi n'avons pas tiré des leçons des précédents attentats, des précédents procès? Il y a eu des procès après le procès de Salah Abdeslam, le 14 juillet, la basilique de Nice et bien d'autres. Il y a eu des morts, Samuel Paty et Dominique Bernard. Et on n'a pas encore tiré suffisamment les leçons. Alors nous sommes en ligne, c'est le principe de l'émission, les auditeurs nous appellent, c'est très intéressant. Avec vous, Frédéric, vous appelez de Paris. Bonjour Frédéric. Oui, bonjour. Vous êtes choqué par cette histoire. Bonjour, bienvenue sur l'antenne de Sud Radio et avec Maître Samia Maktouf, notre invité exceptionnel ce matin. Vous êtes choqué par cette histoire de clé USB? Complètement, et je pense que beaucoup le sont. On nous fait croire qu'il est à l'isolement. Alors on a l'impression qu'il est à l'isolement, donc tout est contrôlé. Alors moi je veux pas jeter la pierre bien sûr sur les gardiens de prison parce qu'on sait que déjà ils sont pas assez nombreux, qu'ils sont débordés, etc. Mais tout de même on peut s'interroger, je pense légitimement, comment se fait-il que ce type, j'ose même pas dire ce garçon, vous voyez, comment se fait-il que ce type déjà puisse avoir un ordinateur à sa disposition, apparemment relativement librement, et donc qu'on puisse lui remettre une clé USB. Alors on sait bien maintenant que dans les prisons tout rentre, beaucoup de choses rentrent, parce que au fil des années on a supprimé un certain nombre de contrôles. Il paraît que c'était pour faciliter la vie sociale de ces pauvres détenus. Donc finalement il y a plein de choses qui rentrent, et dans cette clé USB, je pense que ça va être assez intéressant. Donc on le sait pas, mais les services de police le savent. C'est intéressant de savoir ce qu'il y avait dedans. Est-ce que c'est des choses personnelles? Est-ce que c'est un projet de quelque chose de violent une nouvelle fois contre les Français? C'est un peu désespérant
d'entendre le matin, quand on se lève à la radio, ce genre de choses. Vous voyez, ça ne devrait pas arriver. Le gars, c'est ce genre de type, je regrette, je vais être un peu dur, mais il y a eu quand même 130 morts, il y a eu 131 morts même. Ce gars-là, moi personnellement, je jette la clé dans la rivière et on la retrouve plus, la clé, vous voyez. Alors je suis peut-être un peu excessif, mais je pense que beaucoup de personnes le pensent. Ça traduit un sentiment qui est souvent partagé, Frédéric, après ce qui s'est produit il y a 10 ans. Tout à fait. Tout à fait compréhensible. Frédéric, merci pour ce témoignage ce matin. Avec vous, maître Samia Maktouf, que dites-vous à Frédéric? Alors, on a déjà un petit peu répondu sur les conditions de détention, sur le fait Frédéric le dit avec beaucoup de sincérité, hein, c'est choquant, le fait de pouvoir avoir ces informations qui arrivent de l'extérieur, cette clé, puis l'étonnement de voir les conditions de détention sur la possession d'un ordinateur. Là-dessus, vous êtes... J'entends sa colère, j'entends sa préoccupation, que je partage avec les victimes. Aujourd'hui, le fait de disposer d'un ordinateur, juste pour rassurer monsieur, c'est un ordinateur qui a été procuré par la prison. Ça veut dire qu'il n'y avait pas de connexion Internet, et qu'il était validé. Donc c'est pas ça qu'on met en cause. Ce qui est mis en cause, c'est le contenu de ces clés USB. C'est un contenu qui est djihadiste, c'est de la propagande djihadiste telle que il avait accès avant de commettre ces attentats, et ce qui l'ont gangréné, ce qui l'ont poussé à commettre ces actions. C'est pour ça qu'aujourd'hui les victimes sont dans cette insécurité, insécurité de savoir que risque-t-il d'arriver. Était-il en train de préparer avec sa campagne un attentat? C'est ça la question, c'est ça les vraies questions qu'on doit se poser avant de procéder à de déposer des gerbes, des fleurs et autres. Parce qu'il y a des vies bousillées aujourd'hui, il y a des vies complètement écrasées. Et nous répondrons également dans un court instant avec vous. Vous restez avec nous, bien sûr, maître Samia Maktouf. Merci Frédéric pour cette intervention en direct. Nous répondrons également à ce ressenti de Frédéric, qui nous appelait de Paris, au fond, sur la réponse qui est donnée à tout ça. Finalement, il y a quelque chose d'étrange. Il ne faut pas que nous oublions, et il faut que la sanction soit à la hauteur de ce qu'ont subi les familles, les blessés, les victimes, et plus généralement la population qui vit depuis dans une forme d'inquiétude. La réponse n'est pas que dans la sanction. Non. Prenons l'exemple de Salah Abdeslam. Il a écopé de la sanction la plus lourde. Il est dans l'isolement. Il est dans une prison supposée extrêmement surveillée. Et pour autant, il arrive à se procurer une clé, échanger avec une femme qui est dans la même idéologie djihadiste que lui. Et donc, vous voyez, ce n'est pas que dans la sanction, c'est aussi dans la prévention. Et vous nous parlerez dans un court instant de cette personne, cette femme qui s'est sacrifiée, Sonia, qui a permis d'éviter un attentat et que vous avez régulièrement au fil tous les jours. À suivre, la vérité en face, les 10 ans après les attentats, avec vous, maître Samia Maktouf. À tout de suite. Le Grand Matin Sud Radio, la vérité en face. Jean-François Akili. Avec notre invité, maître Samia Maktouf. Vous êtes avocate au barreau de Paris, de Tunisie également, mais vous avez défendu les parties civiles au procès des attentats du 13 novembre, et vous êtes escalité autorisée, permettez-moi de le dire, à témoigner ce matin, parce que vous avez aussi Sonia qui vous appelle régulièrement, très régulièrement. Racontez-nous sa trajectoire. Alors, Sonia, d'abord, c'est un nom d'emprunt, Sonia. C'est une personne qui a permis, le 17 novembre, l'arrestation de l'ennemi public numéro 1 à Baoud. Il était recherché partout sur ce globe, notamment en Syrie. Des rafales partaient en Syrie le chercher pour le ramener, alors qu'il était sous nos ponts sur le territoire français. Son témoignage était déterminant pour permettre que ces attentats projetés par Salah Abdeslam à la défense contre un poste de police et une crèche, et qui dit crèche, dit des bébés, des enfants en bas âge. Et donc, cette personne-là, dans un élan de citoyenneté, de conscience et de responsabilité, s'est présentée spontanément à la police. Et malheureusement, je vous passe les étapes. On n'a pas voulu la croire dans un premier temps. On pensait que c'était pour la dévier des recherches et autres. Finalement, on réalise que
Abaoud était sur notre sol. Cette personne, depuis cette arrestation, vit sous un nom d'emprunt, sous une légende. On lui a raconté, vous savez, c'est comme les espions, on leur a raconté une vie qu'elle doit raconter. Cette femme-là, Sonia, ne peut plus voir ses parents, sa vie, ses amis. Cette personne-là ne peut pas travailler parce que c'est arrivé qu'on la reconnaisse, elle est partie en courant. Cette personne-là, elle est supposée avoir une subvention ou aider à trouver un travail. Elle vit, et je pèse mes mots, elle ne vous le dira jamais, elle, même dans les interviews indirectement organisées, elle ne le dira jamais. Sonia vit sur le seuil de la pauvreté. Elle vit avec une subvention allouée par l'État pour elle, son mari, parce que son mari était présent, et ses 2 enfants. Ils vivent ensemble, ils sont... je pense pas me tromper à quelques centimes près, à 1 600 € par mois pour 4 personnes. Voilà la situation de Sonia. Elle ne demande rien. Elle est, si c'était à refaire, elle dit qu'il faut le refaire. La lutte contre le terrorisme se fait non pas avec nos forces de police, mais avec l'ensemble des citoyens. Aujourd'hui, Sonia n'a plus de vie. Sonia ne peut plus construire une nouvelle vie. Vous arrivez, Maître Maktouf, à faire entendre sa cause J'essaye, alors avec des coups de force de temps en temps. Là, par exemple, financièrement, elle ne peut plus tenir. Rendez-vous compte qu'elle a dû contracter un emprunt pour payer ses loyers, sachant que c'est l'État qui lui a trouvé le loyer, mais qu'on n'a pas pu régulariser sa situation à temps, ainsi que les impôts, pour qu'elle puisse bénéficier d'une aide de l'État, puisque son identité inexistante, elle est décédée aujourd'hui, elle est morte. Comment est-ce que vous expliquez cette inertie de l'État et en plus, pardonnez-moi, je voudrais rajouter cet élément, lorsque la loi, parce qu'il y a une loi qui a été votée, elle a été copiée-collée sur les repentis. Sauf que Sonia n'est pas une repentie. C'est pas quelqu'un qui était dans l'action terroriste et qui a décidé de dénoncer, comme font les gens qui sont dans la drogue. Dénoncer et négocier un statut. Elle est allée d'elle-même dire « je sais qu'il va y avoir un attentat à la Défense ». Donc aujourd'hui, elle est traitée comme une repentie. Il faut que la loi change. Il faut que la loi change. Oui. Son personnage est incarné dans ce film, ce long-métrage avec Jean Dujardin sur le récit des événements. Elle l'est incarnée d'ailleurs dans ce film. Mais son histoire n'est pas complètement racontée. Ce qui était raconté, c'était plus le 13 novembre. On n'a pas mis en valeur le rôle important. Elle ne cherche pas. Aujourd'hui, le terme héroïne est galvaudé. Elle ne cherche pas à être une héroïne, mais il n'a pas été relaté comme ça devait l'être. Alors, on lui faisait porter un voile islamique parce que elle pouvait pas, portant un nom musulman, elle pouvait pas ne pas porter un voile islamique. Vous voyez, donc on essaye non pas de tirer vers le haut les gens, mais vers le bas. Et Sonia aujourd'hui, elle cherche à vivre tout simplement. Elle se bat pour vivre. Tous les jours. C'est un combat de tous les jours pour Sonia. Elle a permis de sauver des vies, et puis elle n'est pas récompensée en retour, elle n'est pas soutenue, même pas récompensée. Elle n'est pas du tout soutenue. Je suis désolée de le dire, malgré les efforts, parce que on dit qu'elle est protégée. En fait, elle n'est pas protégée physiquement. Elle a un téléphone pour au cas où elle appellerait. Bien sûr. Voilà, mais ce n'est pas quelqu'un. Là, je vois et je suis contente. Il y a des personnalités qui se baladent avec 4 garde du corps. Sonia, lorsqu'elle vient me voir, elle vient toute seule avec sa voiture. Elle regarde partout, elle est effrayée. Et elle a un téléphone au cas où. J'espère que c'est le jour qu'elle appuiera jamais sur ce téléphone et que ça sera pas trop tard. Parce que ça sera l'échec de notre démocratie. C'est ce sur quoi jouent les terroristes. En essayant de grimper et de se coller à ces failles de notre démocratie et de notre état de droit. Sonia tient à cet état de droit. J'y tiens en ma qualité de son avocate, je la suis régulièrement. Malheureusement, elle est même pas, j'ai demandé qu'elle soit suivie à Percy parce qu'elle est traumatisée. Elle est suivie par une psychologue qu'elle connaît. Mais il faut qu'elle soit suivie médicalement. Ce n'est pas possible de continuer de la sorte. Ce que vous nous révélez là est un véritable scandale. C'est un scandale d'État, Maître Maktouf. C'est un scandale. Et vous faites bien de prendre le temps de le révéler ce matin sur l'antenne de Sud Radio. Il nous reste 2 minutes encore avec vous. Vous disiez, les commémorations, c'est bien, mais bon, et vous avez raison de le dire.
Mais il faut se souvenir, il ne faut pas que le 13 au soir ou le 14, nous soyons passés tout de suite à autre chose, parce que les victimes, les familles des victimes, ceux qui ont survécu, tous, ce sont des centaines de personnes, des milliers de gens vivent avec ça aujourd'hui, tout le temps. Et puis la menace est toujours là, ça va se reproduire. Vous savez, j'ai entendu hier la maman d'une victime décédée à l'âge de 24 ans, et elle dit... J'ai peur d'un attentat qui va certainement survenir. Vous vous rendez compte ? L'état d'incertitude et de colère et de fragilité. Cette peur qu'on vit. La peur est citée dans l'enquête IFOP qui est sortie ce matin. Elle est réelle, cette peur. Elle est réelle et il faut en parler parce que nous sommes une grande nation. Nous avons ce qu'il faut pour nous occuper de nos victimes. Il faut, vous savez... Une grande nation, c'est celle qui s'occupe de ses victimes, parce que des personnes comme Sonia et bien d'autres, ont permis l'arrestation, ont permis que d'autres sangs ne coulent et que des innocents ne tombent pas sous les balles de terroristes. Il y en a beaucoup qui ont contribué. Il faut les considérer. C'est de la dignité, de la reconnaissance et du respect qu'elles attendent. Maître Samia Maktouf, merci d'avoir pris le temps de dérouler avec nous cette réalité qui est proprement scandaleuse concernant Sonia, le cas de Sonia, et de nous aider à nous souvenir également. Il ne faut pas oublier ce qui s'est produit. Il y a eu tant d'autres actes terroristes et ceux qui sont malheureusement à venir. Merci à vous, Maître Samia Maktouf. Vous revenez quand vous voulez sur l'antenne de Sud Radio, vous êtes la bienvenue, bien évidemment. Et bonjour à vous, Valérie Expert. Bonjour Jean-François Aquili, bonjour. Mettez-vous d'accord, à nos auditeurs. À 11h30, une fois n'est pas coutume, je vous annonce, je recevrai Jean-Xavier de l'Estrade qui a réalisé cette formidable série sur France 2, les vivants, qui est consacrée justement aux survivants du Bataclan. À ne pas manquer tout à l'heure, c'est vraiment une série extrêmement puissante. Et puis dans les débats, écoutez, on va peut-être savoir pendant l'émission si Nicolas Sarkozy est libéré ou non de prison. Qu'en pensez-vous ? Est-ce que vous pensez qu'il donne toutes les garanties pour être libéré ? Les députés qui ont fixé une limite pour les arrêts de travail, on va en parler. Là aussi, on vous attend au 0826 300 300. Et puis la dette, Bruno Le Maire, c'est pas ma faute à moi. Il charge Emmanuel Macron. Bref, cette dette abyssale dont on voit mal comment on va en sortir. Tous ces sujets avec vous au 0826 300 300. Et puis Salah Abdeslam en prison avec cette clé USB qui est arrivée dans la prison la plus sécurisée de France. On peut s'interroger. Impensable. Merci. À tout de suite. Très bonne émission. Très bonne émission.